progrès. Mata Tamponio, qui fait son entrée dans cette émission. Mais ce jour-là, ce fut plutôt un plaisir pour eux, du moins ceux qui étaient invités à ce plateau spécial. De non seulement parler sans embâche de la RDC, dans les termes correspondant à sa situation actuelle, mais aussi et surtout de dévoiler chacun selon son domaine, son niveau d'implication. Le Premier ministre aurait conduit au gouvernement audit de cohésion nationale. Matata Ponyo avait ouvert le bal. Les progrès qui ont été dits par les uns par les autres, c'est au niveau sécuritaire, comme vous le savez, un programme important et ambitieux a été dicté par la volonté du chef de l'État. Le Premier ministre aurait conduit au gouvernement audit de cohésion nationale. Matata Ponyo avait ouvert le bal. Les progrès qui ont été dits par les uns par les autres, c'est au niveau sécuritaire, comme vous le savez, un programme important et ambitieux a été dicté par la volonté du chef de l'État de rétablir la paix et la consolider. Nous avons désormais une armée qui a été réformée, qui a retrouvé ses blasons d'or et qui a fait ses preuves sur terrain. Nous avons combattu l'M23, nous l'avons vaincu, nous l'avons débouté, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale, particulièrement la MONUSCO. Nous avons éradiqué la DEFNALU. En tout cas, ce sanctuaire est totalement terminé. Il reste évidemment quelques groupuscules. Comme vous le savez, les LRA aussi, dans la province orientale, a été éradiqué. Aujourd'hui, nous nous battons contre l'FDLR et nous gagnons de l'espace. Ça veut dire, en d'autres termes, que la paix et la sécurité est davantage rétablie grâce à une armée qui a été professionnelle et qui a fait de l'éthique l'une de ses particularités. Du point de vue économique, là aussi, nous réalisons des progrès énormes. Nous ne pouvons pas nous passer de parler des indicateurs macroéconomiques. Les taux de croissance, nous sommes à 9,5% en 2014, soit les taux les plus élevés par rapport à 1960, parce que ce n'est qu'en 70 qu'on a réalisé 9,7%. Taux d'inflation, 1% en 2014, 1% en 2013, soit les taux les plus bas, 5% en 2014, soit les taux les plus élevés par rapport à 1960, parce que ce n'est qu'en 70 qu'on a réalisé 9,7%. Taux d'inflation, 1% en 2014, 1% en 2013, soit les taux les plus bas depuis 1960. Taux de dépréciation monétaire, 0 en 2014. Ça veut dire la monnaie congolaise est restée aussi stable qu'elle l'a été depuis plusieurs décennies. Lorsqu'on se rappelle les taux d'inflation des 10 000% que nous avons réalisés en une année vers les années 93-94. Ceci veut dire que nous faisons énormément de progrès. La balance des paiements, elle est positive depuis 2012 et quand on regarde l'histoire de notre pays, c'est seulement en 1968 que nous avons pu réaliser une balance de paiement positive. Ceci veut dire que les progrès sont effectifs. Est-ce que ces progrès sont seulement économiques ou bien il y a du social? Le social est là. Parce que dans les domaines de la santé, le ministre Kabange Numbi, spécialiste dans les domaines, il reviendra. Il y a beaucoup de progrès.
qui se réalisent. La mortalité infantile diminue. Les hôpitaux sont réhabilités. Les centres de santé sont réhabilités. Les médicaments sont achetés. Du point de vue routier, le ministre Kassochi, le patron des infrastructures, y reviendra. Des milliers de kilomètres de routes sont construits ou réhabilités, à telle enseigne que certaines provinces qui n'étaient plus connectées sont reconnectées, ce qui facilite davantage le travail de l'agriculture. L'agriculture, comme vous le savez, qui a été déclarée comme priorité des priorités par le président de la République, conformément à son programme de révolution de la modernité, et il y a des choses qui bougent dans ce secteur, avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo, avec Daipen, mais aussi l'appui des petits agriculteurs. Les domaines de transport, mêmement. Vous avez parlé de l'hôtel navigant ITB Kokolo, mais il y a aussi, vous l'avez mentionné, Congolese qui arrive, mais il y a Transco, il y a l'Esprit de Vie, il y a l'achat de locomotives neuves, près de 38 pour la SNCC, qui bouge, il y a l'appui à l'ex-ONATRA. Bref, c'est aussi un secteur qui bouge. Mais est-ce que les Congolais, eux, se retrouvent dans ce que vous dites? Est-ce que le petit peuple, est-ce que la maman qui vend sur le marché se retrouve dans vos chiffres? Je l'ai dit, qui bouge, il y a l'appui à l'ex-ONATRA. Bref, c'est aussi un secteur qui bouge. Mais est-ce que les Congolais, eux, se retrouvent dans ce que vous dites? Est-ce que le petit peuple, est-ce que la maman qui vend sur le marché se retrouve dans vos chiffres? Je l'ai dit une fois, Jean-Marie Kassamba, c'est que le social ne se déclare pas, le social ne se décrète pas, le social sévit. Et il sévit au travers la mesure des indicateurs socio-économiques. Aujourd'hui, nous avons un PIB per capita qui est de plus de $600 par personne, alors qu'il était à $149 par personne en 2001. Évidemment, il est tombé de $600 par personne de 1960. Aujourd'hui, vous avez le taux de chômage qui a baissé de 60% à 40% aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons moins de chômeurs qu'il y avait quelque temps. Ça veut dire que nous avons plus de personnes qui travaillent, qui gagnent du revenu et qui améliorent leurs conditions de vie. Et si nous avons un classement de l'indice du développement humain, la RDC, qui s'améliore de 13 points, ceci veut dire tout simplement que les conditions de vie de la population congolaise s'améliorent. Vous avez, pour terminer, l'indice de pauvreté de la RDC qui est passé de 80 à près de 63 en 2012. Et évidemment, il va de soi qu'il va davantage s'améliorer en 2013, en 2014, lorsqu'on regarde l'évolution des différents indicateurs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Le pays a véritablement franchi un grand cap. Au simple regard, par exemple, du parc agro-industriel de Bukangalonzo, ce gigant investissement dans le Bandundu, impossible à accomplir il y a quelques années, mais que l'actuelle embellie économique du pays rend possible. Bukangalonzo will definitely change the whole dynamic of this country. En définitive, le projet de Bukangalonzo va changer essentiellement la dynamique de ce pays. Alors une question précise, est-ce que la population du Congo va profiter de Bukangalonzo sur le plan social? Do the people of the DR Congo profit of this Bukangalonzo? Of course. Firstly, the government is a 70% shareholder. Naturellement, la population de la RDC va en profiter parce que le gouvernement est le partenaire clé. Secondly, I believe that for the first time in the history of the province, the taxes that already de la province, en tout cas, coming in from the project qui seront prélevés is the most ever in the history of that province. Ça sera vraiment un montant le plus élevé dans l'histoire de cette province de Bandundu. And we only start. La sécurité demeure une épine dans le pied du gouvernement, car malgré les performances militaires des derniers mois, les forces congolaises se trouvent toujours aux prises à des groupes armés, mais les progrès sont aux yeux.
reconnaît le chef de la mission onusienne, Martin Kobler. La sécurité, c'est la condition principale pour la promotion aussi de l'économie privée. Si vous comparez aujourd'hui avec 2013, venu ici dans le pays 2013, au mois d'août, la chute des M23 a immédiatement causé alors une promotion de l'économie. Les mamans maintenant, ils peuvent librement circuler de Rutshuru à Goma, aussi de Bukavu à d'autres endroits. Maintenant aussi, on va construire une route de Shabunda à Bukavu. Quel est aujourd'hui l'état des rapports avec la RDC? Quel est le niveau de votre coopération avec le gouvernement congolais? La MONUSCO est ici maintenant très très longtemps, 15 ans. Et je comprends le gouvernement. Et je comprends aussi le Conseil de sécurité de dire c'est maintenant aussi le temps aussi de lancer une stratégie de départ, une exit strategy. On ne peut pas rester ici pour toujours, on ne peut pas pérenniser ici. Mais ce qui est très important, de ne pas quitter le pays trop vite, parce que la sécurité, on a des défis de sécurité à l'Est, le problème des ADF n'est pas encore résolu. Maintenant, on est bloqué pour des raisons des droits de l'homme dans notre coopération avec les FARDC qui luttent très très fortement contre les FDLR, mais on veut reprendre la coopération avec les FARDC pour combattre les FDLR. Et c'est très important pour créer la sécurité et les conditions pour le développement à l'Est. Mais le point d'honneur a été surtout mis sur les performances économiques du pays. En 15 ans, la RDC a spectaculairement quintuplé son budget, stabilisé son cadre macroéconomique, un exploit, reconnaît Oscar Melado, représentant du Fonds monétaire international. Non, pour nous, la RDC, c'est un pays stratégique, parce que nous pensons que la RDC, c'est la clé pour le développement régional, pour le développement de l'Afrique. Une fois que la RDC décolle, les pays voisins, ils vont faire plus de décollage, donc la RDC a une grande importance stratégique et la responsabilité, ce n'est pas seulement avec vous-même, mais avec tous les continents. La clé de les continents, ça c'est la RDC. Nous avons regardé que votre histoire aussi, c'est une histoire complexe. De l'indépendance, vous avez passé à la guerre froide, après à chercher la stabilité politique, après des guerres. Mais nous avons regardé que de 2009 jusqu'à maintenant, les choses ont changé. Et on doit regarder les choses en perspective. Qui aurait pensé en 2002 que nous serons dans une situation que l'inflation sera maîtrisée? Vous vous rappelez qu'aller à un restaurant et les prix ont changé, les salaires sont détériorés. Donc nous avons regardé ces soucis, ces réussis de la maîtrisation de l'inflation et de faire la fondation. Et ça c'est très important, parce que nous devons comprendre quel est le moment que la RDC est maintenant. La RDC a construit la fondation. Il faut faire les autres choses. Il n'a pas le temps pour la complaisance. Maintenant, nous devons passer de la période de la stabilisation macroéconomique à la période de développement. Et c'est ça qui va toucher la pauvreté. Qu'est-ce qui est à la base, d'après vous, qui n'êtes pas congolais, de ces avancées, de ces indicateurs qui sont ouverts pour vous? Qu'est-ce qui est à la base? Je dirais que je ne suis pas congolais de naissance, mais je me trouve que je suis très congolais. Et nous devons comprendre quels sont les rôles de chacun. Le rôle de gouvernement maintenant au niveau macroéconomique est de fortifier la mobilisation des recettes domestiques et aussi de faire une bonne budgétisation et une bonne exécution des budgets. Le rôle de nous est de vous accompagner, parce que maintenant les besoins des investissements sont énormes. Nous ne pourrons pas vous laisser seuls pour tout l'investissement. Seulement c'est 12 milliards de dollars. Seulement la route nationale 1, c'est autre montant. Maintenant, tous nous devons être à côté de vous pour vous accompagner et
pour vous aider à mobiliser ce financement donc vous allez international. nous endetter quand même, aller chercher l'argent là où il est pour financer nos investissements. Oui, non. Et ça doit se faire d'une manière responsable. Parce que si vous faites un investissement qui va vous donner beaucoup de productivité et va déclencher l'activité économique, ça vous pourrez payer parce que c'est le taux de croissance qui va payer avec ça et c'est l'emploi de personnes. Mais le autre grand défi aussi, c'est de déclencher l'activité économique dans la province. Ça va aussi toucher la pauvreté. Autre performance, c'est attirail infrastructurel dont a pu se doter le pays en un temps record. Fridolin Kassouchi, le ministre des ITPR qui a survécu à tous les derniers remaniements, a fait exécuter la plupart des projets. Depuis qu'il y a eu cette vision d'impulser le développement de ces pays par l'amélioration de la qualité des infrastructures de base, cheval de bataille du chef de l'État, à travers d'abord les 5 chantiers de la République, qui a été relayé par la révolution de la modernité, beaucoup a été fait, bien que beaucoup aussi reste à faire. Beaucoup a été fait, pourquoi les chiffres ont été développés tout à l'heure. Nous avons un réseau routier de 153 000 km constitué essentiellement, malheureusement, de routes en terre, donc des routes qui se dégradent au vu de notre hydrographie. Ces réseaux, en 2006, n'avaient qu'à peine 4 500 km qui étaient praticables. Les projections auraient pu le permettre. Vous verrez que la grande partie des étendues du territoire était quasiment inaccessible. De 2006 à nos jours, nous avons 21 000 km de routes réhabilitées, réouvertes. Cela, concrètement, permet de relier énormément les chefs-lieux de province, des territoires, aux villes, et sur les 159 villes, chefs-lieux de territoires et chefs-lieux de province, nous avons 72 aujourd'hui qui sont complètement reliés, soit un taux de désenclavement de 45%. Aujourd'hui, vous le savez, on peut partir de Kinshasa à Matadi pratiquement en 6 heures. Il y a quelque temps, c'était des jours, c'était pénible. On peut partir de Kinshasa à Kikwit en 7 heures. Il y a quelque temps, c'était en plusieurs jours. On peut partir de Lubumbashi au Katanga, en passant par Kalemi, Bukavu, Beni, Kisangani, aller jusqu'à Bumba, et d'ici là, on saura aller jusqu'à Zongo. Donc, pratiquement. Donc, vous avez désenclavé le Congo. Tout à fait. Et donc, énormément de choses ont été faites, mais je l'ai dit, ces 153 000 km de route, nous venons de rouvrir complètement 21 000 km sur un réseau d'intérêt général. Il y a donc encore énormément à faire, mais le rythme d'ouverture est spectaculaire. Pour vous donner aussi un chiffre, des 60 à 97, les rythmes d'asphaltage moyens étaient de 28 km par an. Aujourd'hui, nous sommes à un rythme de 60 à 80 km de routes asphaltées par an. Bientôt, nous allons avoir notre route d'intégration nationale, la route nationale numéro 1, qui partira de bout en bout par une route revêtue de qualité, ce qui va renforcer la cohésion nationale et le brassage culturel cher à notre pays pour encourager et consolider la paix et la sécurité. Dans ce domaine, l'Union européenne était d'un grand apport, dit le chef de sa délégation, Jean-Michel Dumont. Nous avons un programme effectivement en matière d'infrastructure, mais nous avons aussi la santé, le développement durable et tout ce qui concerne la réforme de l'État, la police, l'armée et la justice. Je prends la justice parce que ça c'est fondamental. Oui. Alors, pourquoi je vais laisser continuer. Mais vous avez, il n'y a pas longtemps, participé à la mise en place d'un tribunal qui a été rénové, pour ne pas dire construit, tout neuf, pour permettre à la justice de dire les droits. Mais est-ce que ça se limite seulement là, ou bien d'autres domaines d'intervention? Non, mais ça c'est fondamental. Effectivement, c'est plus qu'un tribunal, c'est une véritable cité de la justice qu'on est en train de construire avec le palais de justice, la réhabilitation du ministère de la justice et surtout ce qui est fondamental, c'est l'Institut national de formation judiciaire qui va permettre de former tous les gens dans les métiers de la justice, les magistrats, les greffiers
et tous ces gens qui vont servir. Et c'est très important parce que la justice, évidemment, c'est le cœur du contrat social, mais je vais prendre un exemple. Bon, l'agriculture ici est une chance extraordinaire. Il y a 800 000 km² de terres qui sont inexploitées. Mais la justice, c'est très important parce que si vous n'avez pas des tribunaux qui permettent de dire à qui appartient la terre, qui a une insécurité foncière, ça veut dire qu'il n'y a pas de titre de propriété, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hypothèque, ça veut dire qu'il n'y a pas de prêt bancaire et donc il n'y a pas de développement de l'agriculture. Donc la justice, très concrètement, ça veut dire aider la population congolaise à prendre en main son destin et à se développer. Est-ce que l'Union européenne aujourd'hui a les moyens de sa politique pour continuer à aider la RDC dans son développement? Voilà. Merci beaucoup. Je vais dire qu'aujourd'hui, en matière d'infrastructures de base, vous savez, c'est les secteurs dont les coûts d'investissement sont les plus onéreux. Et donc, nous avons bâti une stratégie qui se focalise sur 3 piliers des financements. Le premier pilier, c'est bien sûr les ressources propres. Et ces ressources sur fonds propres, ça peut être mobilisé sous plusieurs formes. Aujourd'hui, nous allons même dans des formes de concessions, qui sont des formes de partenariat public-privé. C'est le cas de la route Kinshasa-Matadi, c'est le cas de la route Kasumbalesa-Lumbashi, Likasi jusqu'à Kolwezi. Et je le rappelle ici, la route Likasi-Kolwezi n'avait jamais été asphaltée et elle avait juste un monocouche qui a été laissé par la colonie depuis 1958 et là elle est asphaltée avec des ponts modernes qui permettent la circulation dans 2 sens. C'est une vision de modernité. Et nous avons aussi bien sûr les partenaires techniques et financiers. Et nous avons aussi un financement innovant, c'est celui des infrastructures qui sont construites sur base des garanties de l'exploitation minière à travers notamment le programme sino-congolais. Ce n'est pas vraiment un troc. Oui. Ce n'est pas un troc, c'est-à-dire qu'il y a l'exploitation minière qui, à travers cette activité, va produire, générer des bénéfices. Et ces bénéfices sont hypothéqués pour venir construire les infrastructures. On ne les attend pas, on les consomme à l'avance, on prête l'argent à la République de manière à ce que ces fonds qui seront générés par la suite par cette exploitation viennent rembourser ces fonds. C'est vraiment pas la. Alors dans le cas de l'Union européenne, parce qu'il est à côté de nous. L'Union européenne, je dois le dire, autant que d'autres partenaires techniques et financiers, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et des partenaires bilatéraux comme les coopérations japonaises et la coopération belge, j'en passe, est en train aujourd'hui d'intervenir sur la route nationale numéro 1 de Bachamba à Luangue. Nous avons été avec l'ambassadeur en mai 2014 et je dois ici féliciter le courage de l'ambassadeur et de tous ses experts. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, c'est aussi la passion, ce n'est pas seulement l'argent. Eh bien, l'Union européenne aujourd'hui... Il est aussi congolais, comme celui de dire... Il se comporte mieux que certains Congolais. Et je dois le dire, il a été au lancement et aujourd'hui nous sommes en train d'asphalter la route de Bachamba à Luangue, c'est 114 km et cela ira jusque pratiquement en 2016. Mais d'ici fin 2015, nous aurons déjà l'asphalte sur cette route. C'est une route où nous avons veillé en août de l'année passée, en train pratiquement d'aller à Luangue avec les experts de la BAD et bien d'autres experts, des ministres et des gouverneurs. Nous avons veillé en roulant. Donc ici, je voulais insister aussi, M. Jean-Marie, sur le fait que les gens ne doivent pas voir simplement l'activité à travers le fond. Il y a aussi la passion. Le chef d'État a toujours évoqué ça. Il faut avoir la passion. Le transport n'est pas en reste. On y compte d'innombrables réalisations. Bien que le plus en vue est la création des sociétés de transport public, il y en a bel et bien d'autres dans un domaine où les autorités du pays deviennent de plus en plus pointilleuses. Rassure Modeste Bahati Lukobo, ministre de l'économie nationale et du transport à l'intérim. Nous sommes justement en train de répondre à cette préoccupation, celle d'une desserte de qualité et aussi en termes de quantité pour ce qui est des services de transport. Autrement dit, on a vu à Kinshasa Transco. Il y a Transco, ce n'est pas seulement à Kinshasa, dans le programme du gouvernement,
Transco va être également essaimé dans toutes les provinces. L'objectif, c'est d'atteindre d'ici 2016 2000 bus à Kinshasa, et puis on ira vers les provinces. Et il n'y a pas que cela. Le programme, le projet Esprit de vie, qui déjà donne de très bons résultats à Kinshasa, va être étendu également dans les provinces. Donc vous nous rassurez que Esprit de vie, on peut voir à Lubumbashi, à Kananga, à Bukavu, où les particuliers peuvent aussi avoir de... Puisque l'expérience a démontré que c'est un bon projet et que tout le monde, tous ceux qui ont pris des engagements les respectent, la preuve c'est que déjà à quelques mois, le remboursement qui a été effectué par ceux qui ont bénéficié des crédits véhicules, aujourd'hui, le remboursement effectué permet déjà d'augmenter le nombre de bus. Donc on va commander 60 bus Esprit de vie pour renforcer le charbon. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement avaient mis aussi la main sur la pâte. Amadou Moustapha s'est livré en premier. La Banque mondiale est une institution qui travaille avec le gouvernement congolais sur plusieurs secteurs. Ce sont des secteurs prioritaires qui sont définis par la République démocratique du Congo, par le gouvernement, mais de manière plus spécifique pour les transports qui sont un secteur prioritaire. Donc c'est pour la Banque mondiale un secteur prioritaire pour plusieurs raisons. D'abord la dimension économique qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a aussi la dimension de stabilité du pays, d'interconnectivité, et la dimension aussi pour promouvoir la compétitivité, l'attrait des investisseurs étrangers. Parce que ce sont ces investisseurs-là qui vont créer des emplois donc pour le bénéfice de la population congolaise. L'intérêt de la Banque mondiale, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même d'avoir des résultats sur le terrain et des résultats durables. Donc dans ces conditions, je reprends un peu les propos de son Excellence Monsieur le Ministre, qui dit que les priorités sont définies par le gouvernement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est appuyer les priorités du gouvernement. C'est pour cela d'ailleurs que les projets ne sont pas exécutés par la Banque mondiale. Ce sont des projets... Il y a beaucoup de vos experts qui viennent aussi. C'est l'avantage comparatif de la Banque mondiale de travailler auprès du gouvernement en matière d'assistance technique. Donc nous profitons de l'expérience que nous avons de plus d'une centaine de pays dans le monde, de l'expérience de plusieurs décades, de décennies de développement pour apporter notre avantage comparatif au gouvernement congolais. Donc cette question de conditionnalité, à mon avis, c'est une question qui est très dépassée. Il faudrait plutôt parler de partenariat entre la Banque mondiale et la République du Congo. Il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. D'abord, en ce qui concerne le bief maritime, un contrat a été signé avec une société belge pour dégager le bief maritime. Mais, bien sûr, mais il n'y a pas que la Belgique. Il y a tout un tas de projets en cours, notamment le train urbain qui va être réhabilité, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, et on va dégager toutes les épaves qui sont dans les différents ports pour permettre la fluidité. Il y a beaucoup d'aéroports qui sont en train d'être aménagés, et au jour d'aujourd'hui, la RDC n'est plus un trou noir. On a couvert à peu près les 3/4 du pays, et cet effort est en train de... Mais vous êtes en train de faire rêver le Congo avec tout ceci, mais est-ce que ce n'est pas... le prix qu'on paye pour monter à bord d'un bus ou prendre l'avion, les avions poubelles, les accidents, tout ceci, c'est quand même un problème. Le ministère des Transports et Communications va d'ailleurs procéder à une certification des compagnies aériennes pour réduire les accidents et les incidents. Et on est en train d'y travailler pour qu'on améliore la descente. Et les morts qu'on a sur nos fleuves et nos eaux, qu'est-ce que vous allez dire? Les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Nous, en tant que gouvernement, nous faisons notre effort, mais nous demandons également à tous les intervenants, aux opérateurs, de respecter les lois du pays. Parce que parfois, c'est la surcharge, c'est le non-respect des normes, les manifestes falsifiés qui sont souvent à la base des accidents. Il faut que la sanction suive. Merci beaucoup, M. le ministre. Une administration surannée, le pays s'est inscrit dans un processus de réforme profonde de ses services publics. Une démarche qui part de l'amélioration des conditions de travail
à la formation du fonctionnaire de l'État. La République démocratique du Congo mène des réformes, d'abord, qui sont guidées par la Constitution de la République, qui veut un État unitaire avec une décentralisation administrative. Deuxième élément, la réforme administrative en République démocratique du Congo doit être menée à cause de la situation de la RDC qui est un pays post-conflit. Il y a énormément d'effets collatéraux qui nous guident par rapport à la réforme que nous menons. Troisièmement, la réforme de l'administration publique doit être menée parce qu'il y a une inefficacité à outrance dans cette administration publique. Vous venez d'écouter des économistes qui disent que la RDC est en mouvement vers l'émergence et il faut une administration de développement pour accompagner la RDC. Je ne suis pas le patron de l'armée et de la police, bien que aussi c'est l'administration publique, oui. Mais je voudrais évoquer exactement qu'au niveau de l'administration publique, nous avons, après avoir exactement observé trois faits. Le premier fait, c'est l'état des lieux de l'administration publique connu de tous, qui est caractérisé par des cadres organiques, des cadres juridiques obsolètes, dépassés par la situation actuelle, par la non-maîtrise des effectifs et exactement l'élan important des effectifs. Cette administration est aussi caractérisée par un vieillissement du personnel. Plus de 30% des agents et fonctionnaires de l'État, aussi dans l'armée et la police, ont dépassé l'âge de la retraite. Cette administration est aussi caractérisée par de mauvaises pratiques, le non-respect de l'éthique professionnelle et de la déontologie qui s'exprime par la corruption. Et donc, le deuxième élément qui caractérise cette stratégie de réforme, c'est la vision prônée par le chef de l'État, la vision de modernité et de l'émergence de la République prônée par le chef de l'État. Le troisième élément, c'est la vision, c'est la volonté du Premier ministre de pouvoir exprimer dans le programme d'action du gouvernement de faire de l'administration publique le lance de fer. La RDC bénéficie de l'expérience de la France dans ce domaine. Alors, la fonction publique est un des domaines dans lesquels nous essayons d'appuyer les efforts de réforme du gouvernement congolais, et notamment de Monsieur le ministre de la fonction publique qui vient d'intervenir sur ce sujet. Vous avez beaucoup évoqué des montants financiers en demandant à tous mes prédécesseurs, mais combien vous mettez sur la table? Oui. La coopération, ce n'est pas seulement mettre de l'argent, on en met bien sûr, mais notamment en termes de réforme de la fonction publique, de l'administration, ce n'est pas seulement une question de montant financier, c'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté de réforme, et c'est une question de pouvoir s'appuyer sur les partenaires et tirer profit de leur expérience, positive ou négative d'ailleurs, pour pouvoir avancer. Et c'est ce que fait fort bien Monsieur le ministre de la fonction publique. Ayant lui-même une expérience internationale, il s'appuie sur cette expérience internationale, sur les conseils et les appuis qu'on peut donner les uns et les autres. Il se trouve que la France est effectivement chef de file du groupe technique sectoriel sur la fonction publique, mais on n'est pas les seuls partenaires à intervenir aux côtés de l'État congolais dans ce domaine, qui est un domaine essentiel parce qu'on a beaucoup insisté sur l'investissement privé à juste titre. Mais si on veut qu'un État fonctionne, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui eux-mêmes fonctionnent, si je puis dire. Et que cette réforme que mène avec courageusement et avec détermination le ministre de la fonction publique sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, c'est essentiel pour que l'État soit plus efficient. Il faut que l'État soit juste, qu'il soit efficient. Et pour que l'État soit juste, il faut que ses fonctionnaires soient payés. Il faut qu'ils soient payés correctement et surtout régulièrement, ce qui est maintenant le cas, qui est évidemment un progrès sensible. En 2012, quand nous sommes arrivés à l'administration publique, à la fonction publique, les salaires des agents ont été payés avec beaucoup de retard. Les salaires n'étaient pas payés dans la totalité. Il y avait des retraits, des billets dans le montant qu'on reversait aux fonctionnaires. Il y a des comptables complètement qui disparaissaient en cours de route avec l'argent des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons bancarisé environ 700 000 agents aujourd'hui qui sont 700 000, environ 700 000 qui sont payés par la banque, qui reçoivent leur salaire régulièrement et la totalité de leur salaire. Certainement, sur ce point, nous avons encore difficulté
dans certains territoires assez difficiles, mais je crois qu'on n'a pas encore épuisé le potentiel que nous offrent les nouvelles technologies en utilisant le mobile banking. Je pense qu'avec ces nouvelles technologies, nous pouvons arriver à servir les agents et fonctionnaires de l'État. Les chiffres ne trompent pas également dans le secteur de la santé. Sa maîtrise des épidémies a fait de la RDC un archétype mondial. Le ministre actuel de la Santé, Félix Kabange, en est l'un des artisans. La RDC sur le plan sanitaire se porte mieux qu'il y a 5 ans et encore mieux qu'il y a 15 ans. Parce que vous avez parlé des hôpitaux tout à l'heure, je commence par le programme phare du gouvernement actuellement. C'est le programme d'équipement de 1000 centres de santé et 200 hôpitaux. Non seulement les équiper, mais également les doter en médicaments essentiels, y compris les intrants de planification familiale. Mais nous sommes allés au-delà. Nous sommes maintenant en train de construire 34 centres de santé selon le modèle type de la modernité, et 72 vont être construits dans les tout prochains jours également. Et j'aimerais rappeler que depuis le plan Van Hoff-Duren, 1940, 1956, 57, en RDC, on a pu construire des infrastructures sanitaires. Il a fallu attendre les 5 chantiers, puis la révolution de la modernité avec le programme actuel. Mais comment se porte le Congolais lui-même sur le plan sanitaire? Je peux vous dire que la RDC aujourd'hui est un pays sans polio. Depuis le 22 décembre 2012, donc ça fait exactement 2 ans et 3 mois. La RDC est un pays qui a la meilleure expertise au monde pour la riposte contre Ebola. Tenez, pour l'épidémie d'Ebola de Djera en 2014, l'alerte a été sonnée dans les 10 jours qui ont suivi le premier cas de décès de suspects. Et la riposte nous a pris 40 jours. En 40 jours, nous avons contrôlé l'infection, l'épidémie, alors qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes déjà à 1 an et 3 mois pour le contrôle de cette épidémie. Mais nous avons également des indicateurs clés. Aujourd'hui, c'est la mortalité des enfants de moins de 5 ans, où nous sommes partis de 215 décès pour 1000 naissances vivantes en 2001. Nous sommes passés en 2010 à 158 décès pour 1000 naissances vivantes, et aujourd'hui, en 2014, au mois de mars, nous étions à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. C'est dire qu'on a augmenté les chances pour un enfant qui naît au Congo de fêter son 5e anniversaire. Il faut maintenant se référer aux indicateurs. À la croissance économique, le taux d'échange au taux d'inflation vient se joindre à l'indice du développement humain, très révélateur. Se réjouit Olivier Kamutatou, ministre du Plan. L'indice de développement humain, on l'a dit ici, il n'est de richesse que d'hommes. Nous faisons de l'économie pas pour l'économie, nous faisons des performances pas pour les performances, nous les faisons pour les Congolaises et les Congolais. Eh bien, l'indice de développement humain, il y a une mesure, l'IDH. Cet indice de développement humain prend en compte plusieurs variables. La première, c'est le niveau d'éducation. Mon prédécesseur, le ministre de l'Éducation, l'a bien rappelé, les chiffres sont éloquents. C'est le niveau de l'éducation. Le deuxième, c'est le niveau de vie. Le ministre de la Santé a évoqué les chiffres sur la mortalité infantile, infanto-juvénile, les progrès que nous réalisons, c'est le niveau de vie. Le troisième, c'est l'espérance de vie. Et finalement, le quatrième qui est très important, le Premier ministre l'a rappelé, c'est la richesse nationale, le niveau du produit intérieur brut. Eh bien, de ces 4 variables, nous avons l'indice de développement humain. Eh bien, l'indice de développement humain, nous avons été meurtris par le fait que le rapport mondial du Programme des Nations Unies, du PNUD, qui sort une fois par an, indiquait que nous avions un indice de développement humain de 0,331. C'est à quelle année, ça? L'an dernier, qui nous positionnait comme avant-dernier au monde. C'était risible. Derrière nous, il restait la Somalie. Oui. Et après, c'était le néant. Alors que nous venons d'entendre les efforts qui sont faits sous l'impulsion du président de la République avec le Premier ministre et tous les ministères sectoriels, nous n'étions pas pris en compte à la mesure des efforts. Heureusement, il y a un rapport national qui est fait en partenariat avec tous nos partenaires au développement, avec les ministères clés des 4 variables, la santé, l'éducation, sous la coordination du Premier ministre. Eh bien, ce rapport national a donné les vrais chiffres.
Mais c'est lesquels? Parce que si le PNUD vous met en dernier ou avant-dernier... Eh bien, ceux de PNUD qui participent avec nous, le PNUD RDC qui participe avec nous, eh bien, nous sommes passés de 0,338 à 0,414. Ça ne veut peut-être rien dire, mais nous progressons de 13 places. Nous ne sommes plus les avant-derniers, je ne peux pas dire dans quel niveau nous sommes, mais nous progressons. Et ce qui est plus important que la situation, c'est la dynamique et la trajectoire qui est prise. Cette dynamique et cette trajectoire, eh bien, nous progressons, nous avons du vent dans les voiles et nous approchons des rives de l'émergence parce que nous avançons. Aujourd'hui, en termes de progression, en termes de pourcentage de progression de l'indice de développement humain, nous sommes à 3,25% par an de moyenne depuis 2001. De 2001 à 2014, nous avons affiché un taux de progression de 3,25%, ce qui nous rapproche des États les plus dynamiques d'Afrique, que ce soit l'Éthiopie, le Rwanda. Eh bien, nous approchons de cela. Et si nous continuons sur cette progression, avec ce pourcentage, avec ces efforts dans ces secteurs, qui touchent à l'homme et à la femme congolaise, eh bien dans 13 années, nous aurons quitté les pays d'indices de développement faibles pour arriver à des indices de développement humain moyens. Certains partenaires comme le PNUD évoquent l'INEDI ou encore le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Quand on prend le cas de la RDC, j'ai pris des statistiques comme on parle des chiffres là. Oui. Dans les années de 2005, par exemple, j'ai pris de 2009 à 2013 simplement. Est-ce que vous savez que l'index, en fait, sur le développement humain a cru? Chaque année, augmentation. Ça a cru. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets, en fait? Ça veut dire, par exemple, que de 2009 à 2013, c'est passé de 0,313 à 0,333. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de vie est passée de 4,8 ans par année à 5,7. Deuxièmement, que la durée d'attente de la scolarisation est passée de 3,1 du point de vue du nombre d'années à 8,6. Ça veut dire que les enfants vont beaucoup plus à l'école. Ça veut dire que le revenu national brut, calculé en termes de ce que nous appelons la parité en monnaie qui peut être utilisée partout, est passé de 372 à 444. Donc il y a eu quand même un progrès constant qu'on a vu au niveau des choses. Jenny Keita, sa représentante à RDC, est allée encore plus loin. Je suis une femme et l'idée même de traiter une capitale de capitale mondiale du viol me choque au plus haut point. Et je voudrais que tous qui le disent en ce mois de la femme cessent de le dire parce qu'un manque de respect inacceptable pour toutes les femmes de ce pays. Ce n'est pas acceptable. 77 millions de population, il y a à peu près 44 millions de femmes, de jeunes femmes, etc. D'accord? J'ai une nouvelle. La violence sexuelle basée sur les faits de guerre ne dépasse pas 1% dans ce pays. Augustin Matata Ponyo conclut alors. Il ne s'est départi pas de son optimisme fondé sur le résultat. Lui qui d'abord a cru en la vision de Joseph Kabila, qui au début tenait d'une chimère. Ce qui est important, c'est de savoir, à travers tout ce qui a été dit, c'est que le chemin de l'émergence, le chemin du développement, c'est un chemin long. Ce n'est pas un chemin de baguettes magiques. Tout ce qu'ils ont démontré ici, c'est que de 2001, lorsque le président de la République prend le pouvoir, à aujourd'hui, il y a eu d'avancées significatives. Les Congolais de 1960 avaient un revenu moyen de $600. Les Congolais moyens de 2001, lorsque le président prend le pouvoir, avaient $149. Donc les Congolais s'est appauvris. Les Congolais d'aujourd'hui, dixit le PNUD, a plus de $600. Ça veut dire que le revenu du Congolais a augmenté. Et tous les indicateurs socio-économiques qui ont été donnés ici, la santé, l'éducation, les routes, le niveau de vie, le ministre Olivier Kamitatou est revenu, montrent effectivement que le niveau de pauvreté des Congolais diminue. L'impulsion du chef
de l'État donné il y a 15 ans, alors que le pays n'existait que de nous, était donc à la mesure de ses besoins réels. En RDC, il existe désormais des chiffres et des faits, de quoi étayer les arguments de quiconque voudra témoigner un jour.